Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed dans l'Extremper 22, Social Index à fond sur Up, les ordres de marché, ce matin 10h10 que j'enregistre cette émission, sur une certaine neutralité. On voit que c'est en train de se batailler du côté de Coinbase et Binance entre les whales. Sachez que les marchés US aujourd'hui sont fermés, donc c'est une information importante. Une information importante parce que c'est eux qui nous ont mis dedans hier. Le Bitcoin n'est pas trop dégueulasse pour monter, mais le S&P 500 a dit non, fuck you, hein, vous voyez. Et malheureusement nous a repositionné dans ce range avec un avantage au niveau des bears, parce que tous ceux qui ont acheté la partie haute en disant hey, regardez tous ces W c'est super joli, hein, et je les critique pas puisque moi aussi je trouvais ça super joli, on s'est fait S&P 500 globalement, et le Bitcoin a été tracté vers le bas avec le même incentive, avec le même mouvement. Bon, là, ça commence quand même à devenir clair qu'on établit un range avec maintenant pas mal de liquidités ici en dessous. Un range, je pense que c'est un petit peu optimiste de penser qu'on va le casser et qu'on va partir à la hausse tout de suite. On approche quand même de zones de liquidité importantes où il y a des liquidations. Il y a les 39 000, il y a les 37 000. Sur l'intervalle hebdomadaire aussi, on se trouve maintenant au sein de notre ligne de tendance descendante. On peut toujours voir un rallye durant les quelques prochains jours, c'est vrai, mais tant que maintenant ça ne se présente pas pour le mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si on clôture de cette façon, ce sera un signe plutôt bearish, ça va sans dire. Et aussi sur cet autre graphique, sur l'hebdomadaire, on a la EMA 200 ici en bas à 36 500. Du coup, ouais, on peut dire qu'il reste toujours un peu de marge, on va dire ça comme ça, pour continuer à chuter ici avant qu'on rencontre ce support majeur et qu'on ait un gros problème. Mais une chose que je devrais préciser, c'est que même si le prix est en train de descendre, ça ne fait que de me rendre encore plus bullish. Vous savez que je suis un peu fou avec le Bitcoin, mais bon, parce qu'accumuler du Bitcoin pour le moins cher possible, c'est simplement le but du jeu en fait. Donc le dollar index qui, toujours bullish. Pourquoi ça, donc le dollar index qui est simplement le dollar évalué contre les autres monnaies. Dans le calcul du dollar index, l'euro est majoritaire, donc un euro USD qui dump fera monter le dollar index. Et donc pourquoi le dollar index hier a été très volatile et est venu littéralement défoncer les sommets d'hier, enfin de la veille plutôt, parce que la BCE a fait son petit discours et elle en a rien à foutre de l'inflation, et son discours c'est les taux, on va les laisser négatifs, on n'y touchera pas, on suit notre calendrier qui est de ne pas les augmenter avant la début d'année 2023, je crois, ou fin 2022, mais je crois que c'est en début 2023, donc c'est complètement débile, et de continuer l'impression monétaire comme ils l'ont prévu, donc c'est-à-dire 40 milliards ce mois-ci, 30 milliards le mois prochain, et 20 milliards le mois prochain. Désolé, j'écris très mal, et également de continuer de racheter les dettes. Donc en gros, tout ce que faisaient les États-Unis en 2020, c'est pour ça que le dollar s'est fait exploser et que maintenant on a une inflation plus ou moins élevée. Et oui, donc en gros, on disait à la BCE, enfin je crois on disait à Lagarde, que aux US, la Fed a déjà fait les bonnes choses et la Fed essaye de lutter contre l'inflation, et du coup on reprochait à l'Europe, donc du coup à la BCE, de pas faire les choses nécessaires pour baisser l'inflation, qui est très importante et qui le restera très très probablement vu qu'ils n'ont rien changé à leur politique monétaire. Donc, ce qu'elle a répondu, c'est que oui, aux US, ils ne sont pas autant impactés que nous par le conflit Russie-Ukraine. Bon, je trouve que c'est beaucoup de bullshit, puisque dans tous les cas, continuer d'imprimer autant de pognon, de racheter autant les dettes et de tout faire pour stimuler encore un maximum l'économie au détriment du pouvoir d'achat du peuple, parce que c'est le peuple qui paye, bien évidemment, en Europe. Il y a beaucoup d'inflation. Par exemple, le CPI aux Pays-Bas est de plus 11%. Donc l'indice à la consommation au niveau de l'inflation est de 11%, c'est énorme. Plus 0,30 sur Ethereum qui est à 3030 pile poil. Donc lui aussi, il se bataille dur avec son support. Est-ce qu'à la fin, on va avoir un flush ou quoi que ce soit ? Là, c'est tellement 50-50 que, comme je vous dis depuis quelques jours, on ne peut strictement pas dire dans quel sens ça va partir. Quand on a une compression comme ça, que la volatilité est à son minimum, on sait que ça va péter, tôt ou tard, là, dans les prochains jours, je suppose, mais on ne sait pas à l'avance dans quel sens. C'est comme quand il y a des triangles, etc. La plupart du temps, on reste sur un fameux 50-50. Donc, vu qu'on n'aime pas faire du casino, le but aussi, c'est de se protéger un minimum, à se dire si jamais d'un seul coup, ça descend beaucoup,
beaucoup. Est-ce que je me suis préparé à ça? Est-ce que j'ai des cartouches pour recharger? Si ça monte beaucoup en sens inverse, je pense que c'est un peu plus simple, entre guillemets, de commencer à voir le marché repartir et de se dire « Ok, ça repart dans le bon sens, même quitte à courir un peu après le train », que quelqu'un qui ne s'est pas préparé et qui du jour au lendemain se retrouve avec un portefeuille à moins 20, moins 30. C'est plutôt ça la physionomie. La dormance, ça veut dire que les coins ne bougent pas, ils restent sur un wallet et ils bougent pas pendant un certain nombre de temps. À partir du moment où on atteint des ratios verts comme les 5 que vous voyez ici, très souvent le marché se retourne et part à la hausse. Ça s'appelle une opportunité importante. Ici, on l'avait eu au plus bas de 2011-2012, on l'avait eu au plus bas de 2014-2015, on l'avait eu au plus bas de 2018-2019, on l'avait aussi eu au plus bas de mars 2020, on a aussi eu du vert là très légèrement cet été, et là vous voyez que ça fait très longtemps, c'est la première fois historique, c'est la fois où on a passé le plus de temps dans cette zone verte de dormance des coins. Donc je vous dis, et ça fait longtemps que je le répète sur cette chaîne, que on-chain, selon le comportement des acteurs, on-chain, ça sent très très bon théoriquement, parce que en ce moment il n'y a plus de retail, il n'y a que des holders, il n'y a que des institutionnels sur ce marché qui sont en train de revenir tout doucement. Mais le comportement des acteurs fait que théoriquement on est sur des très très bonnes dispositions pour repartir à la hausse. La Banque du Canada qui a utilisé un ordinateur dit quantique pour simuler des scénarios de l'adoption des cryptos. À savoir que les outils de calcul qui ont été utilisés ici permettent d'étudier 1 octillion de scénarios, soit un 1 avec 48 zéros derrière en seulement 30 minutes, alors que cela prendrait une vie entière pour un ordinateur classique. Et d'après les 1 octillion de scénarios étudiés, il semblerait que l'adoption par les entreprises non institutionnelles pourrait être assez lente à cause de la connaissance à acquérir, mais également à cause du coût qu'entraîne l'adoption d'un nouveau système. De plus, ils ont étudié comment les banques pourraient répondre à l'arrivée des cryptos, et l'une des solutions serait que les banques abaissent leurs frais de transfert pour s'aligner sur les faibles coûts de transfert dans les cryptos. Donc en gros, d'après leur modèle, dans les années à venir, l'adoption prendra du temps et les banques vont chercher à rester dans la course en réduisant leurs frais. Les adresses à plus de 1000 bitcoins ont distribué également. On avait 2272 adresses et sur ce dip là, on est en train de vendre. Donc du coup, on passe à 2253 adresses, donc 20 personnes, 20 adresses en moins et plus de 100 bitcoins. On est en train de latéraliser ici. Donc les baleines ici commencent un petit peu à se calmer sur leurs achats. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est que par contre, les bitcoins sortent des exchanges. Et ça, c'est une dégringolade très très forte. Vous voyez qu'on a quasiment perdu 1%. Et ça, c'est énorme hein, sur la blockchain, pardon, excusez-moi, 0,4%. Mais sur ce type de tendance est vraiment énorme. Parlons maintenant de la Corée du Nord. Pourquoi je vous parle de la Corée du Nord? Parce qu'en fait, les États-Unis viennent de les rajouter dans la liste. Ils viennent de rajouter la Corée du Nord dans la liste des pays qui seraient à l'origine du piratage de Ronin, donc de la blockchain d'Axie Infinity. En fait, ils disent concrètement, c'est le groupe Lazarus qui serait à l'origine du piratage. Et regardez, ils ont associé l'adresse Ethereum du piratage de la blockchain Ronin. Donc c'est cette adresse où il y a toujours actuellement plus de 400 millions de dollars. Ils ont clairement rattaché cette adresse à la Corée du Nord et au groupe Lazarus. Les nœuds sont là depuis quasiment le début. De 453 jours, les nœuds sont là et les canaux en moyenne sont là depuis plus de 305 jours. Donc c'est tout récent, hein, Bitcoin Lightning et son adoption. Et le chiffre qui est le plus important pour moi, c'est median base fee. C'est la moyenne d'une transaction, le coût d'une transaction. La commission, elle est quasi nulle. C'est 1 Satoshi, donc 1 Satoshi c'est une division infinitésimale du Bitcoin qui correspond en dollars à 0,004 dollars. Autant dire c'est gratuit. Aujourd'hui, essayez avec votre banque d'effectuer un paiement instantané en euros. Déjà, si vous arrivez à atteindre le destinataire, en France, vous allez payer quand même peut-être $1 par exemple, 1 euro pour faire ce virement-là. Eh bien, sur Bitcoin, c'est sans tiers de confiance, c'est sans les coûts de structure derrière, et c'est quasi gratuit avec 1 Satoshi. Voici une carte du monde avec la visualisation des nœuds. Et là, on voit bien que les nœuds sont partout au monde, qui peuvent garantir des paiements instantanés sur Bitcoin quasiment partout au monde. Voilà, une petite remarque, on voit que la France, elle est quasi déserte par rapport à l'adoption, malheureusement, comparé aux États-Unis, Angleterre, Pays-Bas, Suisse, etc. et Allemagne. Ce qui veut dire que, voilà, on est encore en retard dans ce domaine des crypto-paiements en Europe. Parlons maintenant un peu de NFT.
Bon, tout d'abord, vous vous rappelez que le NFT du premier tweet de Jack Dorsey avait été mis en vente et que le prix d'achat initial était de 2,9 millions de dollars. Eh bien aujourd'hui, les enchères se sont terminées et l'offre la plus généreuse a été de tout juste 280 dollars, alors que le prix qui a été souhaité à la base était de 48 millions de dollars. Bref, il semblerait que le propriétaire va avoir du mal à vendre ce NFT. Elon Musk, donc, il vient de faire une tentative de rachat. Il a fait une offre pour racheter l'intégralité de Twitter. Donc voilà, il a publié un petit tweet, il a fait toutes les démarches auprès de la SEC. Donc c'est sorti et avec je propose de racheter l'intégralité de Twitter pour 54 dollars au cours de 54 dollars. Donc là, l'action Twitter, ça en vaut 45, donc lui, il achète au-dessus du cours et surtout bien au-dessus du cours de quand ça a été révélé qu'il avait déjà acquis 9% de Twitter. Le Twitter ne valait que 39 dollars à l'époque. Donc vraiment, il achète au-dessus du prix du marché. Maintenant, est-ce que les gens vont accepter, est-ce que le conseil d'administration va accepter l'offre d'Elon Musk ou non? Ça reste à voir, sachant qu'il a fait clairement une menace, Elon Musk, en disant c'est ma dernière offre, je n'irai pas plus loin. Et surtout, si vous n'acceptez pas cette offre, eh ben je vais devoir revoir le fait d'être actionnaire de Twitter. Donc il leur dit en fait, ou vous achetez, ou vous acceptez ma proposition, où je revends même mes 9% de Twitter. Du coup, si Elon Musk revend ses 9%, le cours de Twitter devrait en fait baisser. Du coup, il est un peu en train de les menacer. C'est un peu un coup de poker, on va voir s'il va réussir. Et sans transition, on a Elrond qui va profiter d'une levée de fonds de 40 millions de dollars qui arrive pour développer son écosystème. A savoir que cette levée de fonds a été réalisée par Skynet EGLD Capital, qui est une initiative de Skynet Trading, qui est elle-même une société qui produit des solutions de trading pour les institutionnels sous forme de logiciels. Et les dirigeants de Skynet ont annoncé qu'ils sont de fervents partisans de l'équipe de Elrond et de la technologie qu'ils développent depuis le tout début du projet. De plus, ils précisent qu'actuellement le réseau est en pleine maturation avec une nouvelle vague de développeurs qui sont en train d'arriver pour construire sur la blockchain Elrond, et donc ils estiment que c'est le bon moment pour supporter financièrement ce développement. Et ce support financier se fera grâce à ces 40 millions de dollars qui ont été levés et qui serviront au soutien financier des projets développés sur Elrond, ce qui permettra au final de faire grandir leur écosystème qui n'en est qu'à ses débuts. Pourquoi on parle de Visa? Visa, c'est un représentant très important qui a beaucoup de volumétrie. Il n'a pas beaucoup de montants. On peut aller voir Swift, par exemple, si on veut voir des montants élevés. Mais si on veut des capacités de processing, de transactions, paiement, c'est Visa qu'il faut regarder pour comparer. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, Visa, elle traite à peu près 1700 transactions par seconde. Alors en peak time, ça peut atteindre jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Et il faut vraiment avouer que c'est des chiffres gigantesques. En revanche, Visa, elle a des data centers un peu partout au monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui permettent, donc c'est un réseau, c'est pas un serveur central de Visa qui traite toute cette capacité-là. Donc de ce point-là, il est relativement un peu comparable avec un réseau de Bitcoin, voilà. Même si eux, ce sont des data centers. Aussi pour que la comparaison soit la plus juste possible, parce que là, nous ne comparons pas du tout des pommes et des pommes, là, on compare deux choses différentes, parce que Visa ne fait rien que l'autorisation. Elle met en relation la banque émettrice du paiement et la banque réceptrice de la transaction, mais uniquement la relation pour autoriser une transaction, mais pas pour l'effectuer. Donc elle enregistre une autorisation, et c'est au bout de quelques jours que le bénéficiaire va vraiment recevoir le virement en son compte bancaire. Alors que dans Bitcoin, non, ce n'est pas du tout le cas. C'est un virement en mode push. Il n'y a pas d'autorisation parce que c'est moi qui signe, c'est moi qui mets ma main dans ma poche pour payer le destinataire et je le fais sans tiers de confiance. Donc ce n'est pas une demande d'autorisation sur Bitcoin qui se passe. C'est simplement un paiement, un virement complet direct qui se fait aujourd'hui en 10 minutes. Et aujourd'hui, la capacité de Bitcoin, on sait qu'elle est limitée, et c'était déjà une avancée énorme par rapport à Visa, parce qu'avec Visa, oui, c'est vrai que c'est instantané l'autorisation, mais comme je l'ai dit, le virement, lui, il va avoir lieu au bout de plusieurs jours, alors qu'avec Bitcoin, c'est 10 minutes. Le problème, c'est que c'était limité en capacité à peu près 7 transactions par seconde. Et donc, c'est là où Lightning, il a fait une invention considérable, et il permet sur Bitcoin d'effectuer des paiements instantanés. Et la puissance de Lightning, c'est que ça fait des millions de transactions par seconde. Sa capacité, elle est quasi infinie par rapport à la demande mondiale. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.